Les jeudis de l'Iliade. Alors, 2 avertissements avant de commencer. Le premier, évoquer la figure d'Arthur en moins d'1 heure, c'est clairement une gageure et un pari impossible. Donc, clairement, je n'aurai pas le temps de satisfaire pleinement la curiosité de tous. Je vous demande de m'en excuser d'avance. Deuxième avertissement, Arthur et ses chevaliers font partie de ces personnages que tout le monde parmi vous connaît ou croit connaître de manière tout à fait personnelle. Que ce soit à travers des romans, des bandes dessinées, des films, des dessins animés, des séries. Je pense ne pas me tromper si je dis que chacun d'entre vous, vous avez été confronté au moins une fois dans votre vie au roi breton. Donc chacun d'entre vous se sera forgé sa propre représentation d'Arthur, qui est faite à la fois d'héroïsme, de merveilleux, de valeurs chevaleresques, comme la défense des opprimés et des faibles, de la quête du Graal, d'une certaine forme de comique aussi, si vous pensez aux adaptations des Monty Python ou de la série Kaamelott d'Alexandre Astier, mais ce ne sont pas les premiers à avoir parodié le cycle arthurien. Dès le XIIIe siècle, vous avez des romans qui sont des continuations des épisodes arthuriens qui vont déjà commencer à développer cette veine parodique des romans arthuriens. Astier n'a rien inventé, mais c'est un très bon lecteur des romans arthuriens. Donc ça, c'est les 2 premiers avertissements. Donc désolé si jamais je ne satisfais pas la curiosité de tout le monde. Comme c'est un sujet assez personnel pour moi, puisque c'est mon sujet de recherche, je voulais commencer par une petite anecdote personnelle qui date de début février de cette année. J'étais avec la promotion Yann Fouéré de l'Institut Iliade en forêt de Brocéliande. Vous connaissez sans doute la forêt de Brocéliande. Vous savez que dans la forêt de Brocéliande, on a ce château de Compère qui accueille le centre de l'imaginaire arthurien. Et je discutais avec 2 intervenants du week-end de cohésion de la promo Yann Fouéré de mon sujet. Je préparais déjà mon jeudi. Et ces 2 intervenants, donc 2 conversations très intéressantes. Le premier souscrivait parfaitement à l'hypothèse disant que Arthur est trouve avant tout son origine dans la mythologie celtique. Le deuxième intervenant, tout aussi passionnant, me disait que pour lui, Arthur, c'était purement un personnage littéraire, donc qui aurait été inventé par des auteurs de littérature, mais il n'y aurait pas d'origine mythologique au personnage d'Arthur. Alors, c'était précisément le sujet de mon jeudi, donc c'est pour ça que je voulais commencer par cette petite anecdote. Arthur, est-ce que c'est un personnage mythique qu'on pourrait mettre du coup sur le même plan que Énée, Achille, tant d'autres, ou est-ce qu'il appartient uniquement à l'univers littéraire médiéval qui fourmille d'aventures mettant en scène le roi et ses chevaliers? Autre hypothèse, a-t-il vraiment existé? Et est-ce qu'on part d'un personnage avant tout historique? Si Arthur est avant tout un mythe, d'où vient-il? De quelle source mythologique est-il le fruit? Si c'est une création littéraire, est-ce que les auteurs se sont inspirés de personnages historiques réels pour le créer? Comment sortir de ces 2 hypothèses qui semblent s'opposer sans tomber dans un ésotérisme celtisant stérile ou une critique littéraire qui sera tout aussi limitée et limitante? Donc 3 mouvements, parce que je suis malheureusement universitaire, pour répondre à cette question. Dans un premier temps, je vais essayer très rapidement de regarder l'aspect historique du personnage. Ensuite, je m'intéresserai à Arthur comme être de papier, donc tous les recensions des écrits, principalement du XIIe et XIIIe siècle, qui traitent du personnage d'Arthur et de ses chevaliers. Et la dernière partie sera consacrée aux aspects du mythe et surtout du mythe celte, qui est une source essentielle du cycle arthurien. Alors, concernant le personnage historique, pour beaucoup de monde, chose que je ne m'explique pas d'ailleurs, il y a une nécessité à faire d'Arthur un personnage historique qui aurait réellement existé, et ces gens imaginent que cela conférerait au roi breton un poids, une puissance absolue. C'est un peu limitant et j'essaierai de le montrer. Alors pour
découvrir cet aspect historique d'Arthur, nous allons franchir la Manche, puisque quand je vais parler de la Bretagne dans mon exposé, je parle de la Grande-Bretagne, donc de l'île d'Outre-Manche, et non pas de ce qu'on appelle aujourd'hui la Bretagne en France, qui est la Bretagne armoricaine pour les médiévistes. Autre précision qui est aussi importante, le monde celte pré-médiéval s'étend des îles anglo-saxonnes jusqu'à la péninsule ibérique, hein, sur tout le littoral. Vous avez Sylvain Tesson qui a sorti un ouvrage là il y a pas très longtemps où il va justement en bateau faire le littoral ibérique jusqu'aux îles anglo-saxonnes pour retrouver cette matière celte. Et ça explique aussi pourquoi est-ce qu'on retrouve beaucoup de mythes qui entourent Arthur, y compris dans le littoral ibérique. C'est absolument pas contradictoire avec le développement mythologique d'Arthur. Alors la Bretagne avant Arthur. Comme beaucoup de pays européens, la Grande-Bretagne n'a pas toujours été une nation. Et son unification s'est faite à travers de nombreuses batailles. Et avant de rencontrer notre Arthur couronné roi de Bretagne, ça va être compliqué pour lui d'être couronné de roi de Bretagne, il faut remonter à une époque plus lointaine, à l'époque où l'île était l'objet de convoitises de nombreux peuples. Donc, si Jules César avait franchi la Manche en 54-55 avant Jésus-Christ, la conquête du territoire britannique ne commence qu'à l'horizon des années 40 avant notre ère, sous le règne de l'empereur Claude. Et la Bretagne va rester occupée jusqu'en 410. Donc c'est un temps très long qui va entraîner une romanisation telle que la population des habitants de l'île vont perdre peu à peu l'idée d'indépendance et vont oublier le temps où des chefs indigènes dirigeaient leurs tribus, hein, tellement cette romanisation est importante. 410, vous savez tout ce que c'est le sac de Rome, hein, qui va mettre l'Empire romain d'Occident dans une situation telle qu'il va délaisser les terres insulaires et va quitter peu à peu le mur d'Adrien. La conséquence directe, c'est que ça permet aux tribus pictes et scots du nord de lancer des raids sur les terres du sud. Parallèlement à ces invasions du nord, vous avez la Confédération saxonne qui se disloque sur le continent et des pillards saxons vont affluer en masse sur la côte est de la Bretagne. Et vous avez un chroniqueur, le moine Gilda, qui va rapporter qu'un certain seigneur suprême, il le nomme comme ça, il le nomme aussi Vortigern, qui lance un appel aux Saxons pour mettre un terme au raid des Pictes. Alors, ce Vortigern, il n'apparaît pas seulement chez Gilda, on le trouve aussi chez d'autres chroniqueurs comme Bède le Vénérable, chez Nennius, chez Malmesbury et Monmouth. C'est un roi présenté comme insouciant, traité avec beaucoup de mépris par les chroniqueurs. Pourquoi ? Parce qu'il est donné pour responsable de l'invasion du territoire par les Saxons. Il a fait en effet alliance avec leur roi Hengist et il a épousé sa fille Rowen. Chez Geoffroy de Monmouth, on va en reparler tout à l'heure, le roi est prêt à tous les compromis avec ces Saxons pour asseoir son pouvoir et s'est adjoint les services d'un personnage qu'on va retrouver ensuite dans la geste arthurienne. Il s'agit de Merlin. Alors, petite anecdote dans la chronique de Monmouth. À un moment donné, Vortigern essaye d'établir une tour et il n'y arrive pas. La tour ne monte pas, il rencontre des soucis permanents. Et il va tenter de trahir Merlin. À cette occasion, Merlin va lui faire la prophétie suivante. « Malheur au dragon rouge, car l'heure de sa mort est proche. Le dragon blanc qui représente les Saxons que tu as invités occupera ces cavernes. Quant au dragon rouge, il représente la nation bretonne opprimée par le dragon blanc. C'est pourquoi les monts de Bretagne, comme toutes les vallées, seront aplanis et les fleuves de ces vallées deviendront des fleuves de sang. Le culte de la religion disparaîtra et la ruine des églises s'étalera au grand jour. Le peuple opprimé l'emportera finalement et résistera à la violence des envahisseurs. En outre, le sanglier de Cornouailles viendra à leur secours.
Il foulera aux pieds les ennemis et leur brisera le cou. Ce sanglier de Cornouailles, vous l'aurez deviné, c'est bien évidemment Arthur, fils d'Uther Pendragon, qui va devenir roi. Alors la figure d'Arthur, elle évolue principalement dans une époque historique précise, la fin du 5e siècle jusqu'au début du 6e. C'est-à-dire à un moment où les seigneurs celtes, britons et gallois tentent d'organiser leur défense face aux envahisseurs, principalement saxons, mais aussi du nord de l'île. On a 3 hypothèses historiques qui cherchent à attester de l'existence réelle d'Arthur. La première hypothèse, c'est l'hypothèse qu'on appelle l'hypothèse galloise. Et de fait, la première mention d'Arthur dans la littérature et dans les textes apparaît dans une élégie galloise qui date du 7e siècle, donc qui est relativement proche du temps historique dans lequel on place le personnage d'Arthur. Et ça viendrait consolider l'origine galloise du roi. Ce personnage d'Arthur serait né vers 470-475 et serait originaire du pays de Galles. Au début du VIe siècle, il aurait repoussé une invasion saxonne, mais ne sera jamais couronné roi. Nennius, dans sa chronique, en fait un dux bellorum, combattant avec des rois bretons. Donc on voit une différence entre le dux bellorum, le chef de guerre, et d'autres personnages qui, eux, sont considérés comme des rois. Parfois, dans d'autres chroniques galloises, il prend des allures de grands propriétaires terriens, parfaitement romanisés, et qui a constitué au fil des ans sa propre troupe de mercenaires, qu'on appelle aussi des bucellaires. Deuxième hypothèse, l'hypothèse romaine. C'est celle, si vous avez suivi un peu Kaamelott, que reprend Astier dans sa série. Arthur serait, dans cette hypothèse, un préfet romain appelé Lucius Artorius Castus, qui aurait remporté contre les Calédoniens une série de victoires entre 183 et 185 après Jésus-Christ. Ou encore, ce serait un certain Riotamus, personnage tout à fait mineur de l'histoire de Bretagne, qui a été battu par les Visigoths à la bataille de Déols. Certains historiens vont avancer une hypothèse d'une fusion entre ces deux personnages, et donc une celtisation d'Artorius, le Romain, en roi de Bretagne. La dernière hypothèse, qui me semble plus logique, serait l'hypothèse qu'on appelle l'hypothèse syncrétique. Pourquoi ça me semble la plus logique? Parce qu'elle répond le mieux à l'origine mythique, mythologique du personnage. Et celle-ci nous fait plonger dans la longue mémoire européenne et la longue mémoire celte. Le personnage d'Arthur, dans cette hypothèse, serait en fait un agglomérat de plusieurs vies de chefs portant le nom d'Arthur. Il faut savoir qu'après la bataille de Camlann, où Arthur serait mort, le prénom d'Arthur est un nom qui est très en vogue. Donc on a beaucoup de petits chefs, de petits rois qui vont se prénommer Arthur. Alors, chez d'autres chroniqueurs, Arthur serait en fait Ambrosius, le frère d'Uther Pendragon, qui a vaincu les Saxons à la bataille de Mountbatten. Alors c'est une hypothèse intéressante parce que la bataille de Mountbatten, c'est un épisode qui est étroitement lié à la légende arthurienne, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, ça c'est bon pour l'aspect historique. Vous voyez qu'il y a énormément d'hypothèses. Finalement, aucune n'est vraiment n'est pas vraiment satisfaisante. Et Arthur rentre en fait dans une tradition orale à partir du 6e siècle jusqu'au 12e siècle, où il va rentrer dans le panthéon des héros littéraires grâce à des personnages comme Chrétien de Troyes. Mais la première apparition d'Arthur dans la littérature, comme maître de papier, c'est dans ce qu'on appelle la littérature cymrique, dans les élégies galloises. La première élégie qui parle d'Arthur s'appelle I Gododin, et l'auteur, qui s'appelle Anérine, célèbre les exploits de guerriers gallois tombés à la bataille de Catraeth en l'an 600. Et donc l'auteur écrit au sujet d'un personnage, et je vous cite ces vers, il dit «
qu'il nourrissait des corbeaux noirs sur les remparts alors qu'il n'était pas Arthur. C'est la seule mention d'Arthur qui est faite dans cette élégie. Mais elle veut dire beaucoup. Cette comparaison hyperbolique avec cet énigmatique personnage qui est Arthur fait de facto d'Arthur un héros épique par excellence. Alors la source galloise, elle est très riche en matière de littérature qui va précéder Chrétien de Troyes et ses continuateurs. Comme je ne vais pas avoir le temps de toutes les développer, je vais d'abord aborder le premier grand récit arthurien qui s'appelle Culhwch et Olwen. Alors, il est disponible dans cette édition des Chevaliers de la Table Ronde qui ont été publiés par Martin Aurel et Michel Pastoureau, qui est une très très belle édition avec un certain nombre de romans arthuriens qui ont été traduits pour l'occasion et qui est une très très belle édition. C'est rare d'en avoir d'aussi bonne et d'aussi belle. Donc, le jeune Culhwch, dans ce poème en prose, subit la malédiction de sa marâtre et tombe éperdument amoureux de la jeune Olwen, qui est la fille d'un géant nommé Yspadaden. Alors, le géant ne veut pas laisser Culhwch épouser sa fille sans qu'il ne passe une série d'épreuves. Et Culhwch, qu'est-ce qu'il va faire au lieu de passer les épreuves tout seul? Il va aller demander de l'aide au chef des seigneurs de l'île, et ce chef, c'est Arthur. Arthur ne se dédie pas et va se lancer avec ses troupes face aux différentes épreuves qui vont se mettre sur sa route. Ce qui est intéressant dans ce roman, c'est que le titre est assez trompeur. On pourrait dire Culhwch et Olwen, on ne va pas parler d'Arthur. Or, l'élément arthurien est essentiel à l'action et à la narration de ce poème. Et il va complètement dépasser l'histoire d'amour entre Culhwch et Olwen. On note, mais je vais en reparler tout à l'heure, un épisode qui est très intéressant, qui est la chasse contre un sanglier qui s'appelle, alors je vais écorcher le nom parce que je ne parle pas encore le celte ancien, Twyrs, qui révèle, comme on le verra plus tard, le caractère absolument mythologique d'Arthur. Loin d'être un roi falot, paresseux, qui attendrait ses chevaliers assis sur son trône à la table ronde, le Arthur primitif incarne précisément l'idéal de civilisation de l'aristocratie bretonne du Haut Moyen-Âge en lutte contre l'envahisseur germanique. Face à Yspadaden, ce géant sauvage et barbare, Arthur, lui, est le digne descendant des guerriers qui ont vaincu les ogres. Je vous rappelle que Arthur dirige le royaume de l'ogre. C'est les ogres qui habitaient primitivement l'île avant que les glorieux ancêtres d'Arthur les rejettent. Et Arthur n'est pas tout seul. Il est entouré d'une suite nombreuse et éduquée, parfaitement rompue au métier des armes, et qui sait respecter les usages en temps de paix et combattre avec honneur en temps de guerre. Donc c'est vraiment l'idéal de civilisation qu'on va retrouver dès les premiers écrits, premiers écrits littéraires gallois. Alors évidemment, la Bretagne connaît une vague de christianisation avec l'arrivée des moines, et loin des traditions folkloriques, mythologiques, païennes qui entourent cette littérature arthurienne, c'est le silence des cloîtres et la rigueur évangélique qui vont s'emparer à leur tour de cette légende qui était d'abord installée chez les Celtes. Alors, il faut bien savoir qu'il y a une véritable perméabilité des cultures entre la langue latine, langue de l'Église, de la liturgie, et les langues vernaculaires, entre le monde païen et le monde chrétien, qui ne coexistent pas dans une indifférence mutuelle. Il y a un vrai syncrétisme qui va s'installer. Il y a des passerelles. Arthur fait partie de ces ponts indéniables qui vont s'établir entre la mythologie celte et la christianisation du pays. Et de fait, il va apparaître, ce personnage d'Arthur, dans certaines vies de saints, ce qu'on appelle des vitae, très en vogue à l'époque, et aussi dans des historiographies. Deux genres qui sont très éloignés des poèmes cymriques gallois. Alors,
On compte 5 vies de saints qui mentionnent Arthur en Grande-Bretagne. Elles ont toutes été écrites entre 1100 et 1130, donc très éloignées du temps historique où Arthur aurait existé. 4 ont été rédigées au Pays de Galles, et une 5e écrite dans un monastère anglais, celui de Glastonbury, mais par Caradoc, qui est un moine gallois. Donc on retrouve toujours cette patte galloise avec le personnage d'Arthur. Alors ces hagiographies, elles sont très archaïques, mais il faut bien s'imaginer elles ont été écrites à un moment où le pays est en voie de conversion, et il y a un réel intérêt politique à rédiger des textes sur des ermites missionnaires qui ont un rayonnement surnaturel, qui vont faire des miracles. Ces vitae sont de véritables actes de propagande qui sont commandés par l'Église galloise à un moment où les Normands colonisent le sud du Pays de Galles en imposant peu à peu leurs hommes à la tête des évêchés locaux. Alors, un exemple de l'utilisation d'Arthur dans ses hagiographies, avec le moine Caranog, moine missionnaire du 5e siècle. On raconte dans sa Wita qu'il aurait séjourné en Irlande, et il est précédé miraculeusement par son hôtel, qui se promène tout seul, et qui arrive avant lui dans le pays qui est gouverné par Arthur et Cadouille. Arthur, désespéré à ce moment-là, l'accueille avec joie et profusion, et il lui demande de l'aide. Vous voyez bien la différence avec la vision arthurienne du chef de guerre qu'on avait dans la littérature galloise. Là, Arthur est en position de demandeur. En effet, un dragon dévaste ses terres. Saint Caranog accepte d'aider Arthur. Il va apprivoiser la bête. Il lui redonne sa liberté alors que la foule est venue pour tuer le dragon, et il lui demande simplement de quitter le territoire. Le roi lui rend son hôtel, qu'il avait entre-temps essayé d'utiliser comme une table, mais systématiquement l'hôtel rejetait toutes les victuailles qu'Arthur mettait dessus. Et en plus de ça, il va lui donner des terres au nord de la Cornouaille. Ici, on voit bien qu'il y a une supériorité du saint et qu'Arthur est parfaitement soumis et lui donne des avantages financiers. Dans toutes ces Witae, Arthur est la figure du pécheur face au saint, toujours plus puissant que lui. Évidemment, elles sont le témoin des tensions existant entre le clergé et le pouvoir laïque, et affirment la supériorité de la foi et des miracles des saints face au druidisme et à cette magie dont on ne sait pas trop quoi faire. Ce n'est plus un Arthur pacificateur du pays, c'est les saints qui vont pacifier le pays à la place d'Arthur. Dans les historiographies, dans les chroniques historiques, Arthur va prendre le rôle qu'on lui connaît aujourd'hui encore. Il passe de la tradition orale, des légendes, des contes, de la religion celtique à un personnage historique à part entière. Alors, le plus connu des chroniqueurs de l'époque, c'est Gildas, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il a écrit un texte qui s'appelle « Décadence de la Bretagne ». On pourrait écrire la même chose aujourd'hui, où il fustige l'état de son pays. Alors lui, il a probablement été élevé au Pays de Galles, et il fait un parallèle entre le peuple britannique et le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est en effet a été choyé et puni par la Providence, et la nation bretonne, pour Gildas, subit la même chose. Depuis le départ des Romains, les Bretons ont été incapables de se prendre en main. Ils vont connaître une série de régressions terribles. Gouvernance tyrannique, débauche, anarchie, retour à la barbarie. Gildas, dans sa chronique, appelle la Bretagne l'Israël présent, à qui Dieu susciterait un chef pour sauver le peuple élu. Ce chef, c'est Ambrosius, dont on a parlé tout à l'heure. Chez Gildas, on a donc une culpabilité collective qui entache l'histoire du peuple breton et qui va faire date dans les chroniques bretonnes. Le chroniqueur qui va introduire le personnage d'Arthur, ce n'est pas Gildas. Gildas ne parle jamais d'Arthur, lui il parle d'Ambrosius. Le premier qui va en parler, c'est Nennius, dans son Historia Britannium, et il va en faire un héros chrétien. Alors Nennius, pareil, pour parler de la Bretagne, il va remonter dans le temps long,
il va partir de la Bible et aussi de la découverte de la Grande-Bretagne par Brutus, petit-fils d'Énée. Il va parler de l'arrivée des Pictes et des Scots, de l'insertion de la Bretagne dans l'Empire romain et des invasions anglo-saxonnes. Nennius met en place le grand récit national de cette nation britannique naissante. Et lui, il donne la part belle aux Celtes insulaires, descendants des prestigieux Troyens par Brutus. C'est eux qui ont su se révolter contre le joug romain, ils ont su assumer leur propre défense, et comble du chic, c'est eux qui reçoivent les premiers le baptême chrétien. Pour Nennius, la ruine de la Bretagne ne repose pas sur une collectivité collective, mais sur des péchés personnels de mauvais rois, comme Vortigern. Et Nennius développe la thèse d'un espoir breton pour le peuple élu. L'expulsion des anglo-saxons, grâce à un personnage mythique, permettra aux Celtes de renouer avec leur grande histoire. Et c'est ici qu'apparaît le héros Arthur dans la littérature latine. Pour Nennius, Nennius va raconter comment il va repousser sans cesse les Saxons, remporter pas moins de 12 batailles et tuer exactement 960 ennemis à la bataille de Montbadon. Ce n'est plus Ambrosius, mais c'est Arthur qui combat à cette bataille de Montbadon. Chez les Français, dans la naissance littéraire du héros arthurien, intervient très tardivement au regard de sa potentielle réalité historique. On suppose du coup qu'il existe une longue tradition orale qui entoure le mythe arthurien et qui explique pourquoi le personnage persiste dans les mémoires des trouvères qui remplacent les bardes gallois. 3 grandes étapes qui jalonnent le parcours littéraire d'Arthur, une époque pré-Chrétien de Troyes, un 12e et 13e siècle où les continuations explosent, et le 14e siècle qui ne rentre pas du tout en rupture comme on pourrait s'y attendre avec cette grande histoire arthurienne, mais qui va au contraire lui permettre de connaître le rayonnement qu'elle a aujourd'hui. Et c'est Malory qui va réellement inscrire Arthur au panthéon des héros mythiques de notre littérature. Alors avant Chrétien de Troyes, vous avez un certain Geoffroy de Monmouth qui rédige en 1135 son Historia Regum Britanniae, histoire des rois de Bretagne, et qui introduit ce qu'on appelle après la matière de Bretagne. Vous savez qu'il existe 3 matières dans la littérature médiévale, la matière troyenne, la matière de France et la matière de Bretagne. Monmouth met Arthur sur le même plan que Charlemagne pour donner aux Plantagenets une ascendance glorieuse. Il puise dans les légendes celtiques, dans le merveilleux et l'idéal chevaleresque, ce qui va permettre aux Plantagenets d'asseoir leur pouvoir politique. Fait intéressant, il ne fait pas du tout mention du Graal. Le Graal apparaît avec Chrétien de Troyes. C'est Weiss qui va traduire et adapter en anglo-saxon, en anglo-normand, l'œuvre de Monmouth dans son roman de Brut. En Brut, c'est Brutus, c'est le petit-fils d'Énée. Cette traduction, elle date à peu près de 1155. Chrétien de Troyes, qui meurt en 1180, va rédiger 5 romans de chevalerie. Je vous les cite, mais normalement vous les connaissez tous. Il y a Yvain le chevalier au lion, Érec et Énide, Cligès, Lancelot chevalier de la charrette et Perceval ou le comte du Graal, qui lui est inachevé. Alors probablement, on suppose, dû à la mort de Chrétien de Troyes, mais aussi parce qu'il introduit dans Perceval l'histoire du Graal dont il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comment se dépatouiller au niveau de la narration de ce Graal qu'il introduit, donc peut-être qu'il n'a pas réussi vraiment à finir son roman. C'est lui qui fait date vraiment dans la littérature arthurienne, et le XIIe et XIIIe siècle va voir une explosion des continuations de cette histoire arthurienne. Tout le monde s'empare de la matière bretonne, tout le monde en parle. Vous savez que la littérature, les romans médiévaux sont avant tout des romans qui sont oraux. Donc les trouvères vont les abonder d'épisodes. Parfois on a un sentiment quand on lit des romans arthuriens que c'est une succession sans logique apparente d'épisodes les uns à la suite des autres, parce qu'il faut maintenir l'intérêt de son auditoire. Mais tout le monde s'intéresse à la matière bretonne.
Les trouvères, ça parle à un public aristocrate, mais pas seulement, comme en atteste l'utilisation des noms de chevaliers par des paysans et des bourgeois qui vont prendre le nom de chevalier, alors qu'il faut savoir qu'au Moyen-Âge, au niveau de l'onomastie, on ne cherche pas l'originalité, que ce soit dans l'écriture, l'orthographe d'un prénom ou même dans le choix du prénom. Donc c'est assez intéressant de voir la persistance d'Arthur et de ses chevaliers au sein de la société. Tout le monde a déjà entendu parler d'Arthur au Moyen-Âge et tout le monde a conscience de qui est qui dans l'histoire. Hein, parfois on peine à voir les liens de parenté entre les différents chevaliers. À l'époque médiévale, tout le monde a parfaitement conscience des liens de parenté qui existent entre les différents personnages. La plus connue de ces continuations, c'est celle de Robert de Boron, qui est rédigée vers 1200. Et elle est une étape cruciale de l'évolution médiévale d'Arthur, puisque c'est lui qui va christianiser tous les motifs merveilleux qui sont présentés par ses prédécesseurs. Merlin devient un sergent de Dieu. Je vous rappelle quand même que dans les origines de Merlin, il a quand même une ascendance un peu trouble. Le Graal est associé aux évangiles apocryphes et devient une relique de la passion du Christ. Une autre continuation qui est peut-être un peu moins connue, qui a inspiré Wagner, c'est celle de Eschenbach, son Parsifal, qui va reprendre le personnage de Perceval, donc du conte du Graal de Chrétien de Troyes, mais qui fait du Graal une pierre incandescente. Donc pour les aficionados de Kaamelott, la pierre incandescente dont parle Perceval, oui, Astier ne l'a pas inventée, il l'a lu dans le Parsifal d'Eschenbach. Là, on arrive au XIVe, XVe siècle. Alors, il faut savoir que ce merveilleux va peu à peu s'essouffler. Enfin, la réception du merveilleux ne fonctionne plus très bien à la fin du XIIIe siècle, ce qui explique pourquoi beaucoup d'auteurs ont plutôt développé la dimension parodique d'Arthur et de ses chevaliers. Mais je voulais quand même citer la continuation qui est sans doute la plus connue parce que c'est celle sur laquelle tous les scénaristes, tous les auteurs aujourd'hui s'appuient pour parler d'Arthur. C'est celle de Thomas Malory qui va écrire Le Mortet d'Arthur. Donc en fait, il va reprendre tous les épisodes de la vie d'Arthur, de sa naissance jusqu'à sa chute. Il l'écrit à une période tout à fait particulière. Donc il l'écrit, c'est un anglais, donc seconde moitié du XVe siècle, marqué par la guerre des Deux Roses. C'est une situation politique pour le pays qui a sans doute poussé Malory à composer un texte glorifiant la chevalerie à une époque où elle tire à sa fin, où elle est arrivée à son déclin avec l'arrivée de l'artillerie et de la poudre à canon. Donc il y a une vraie nostalgie qui se dégage de l'œuvre de Malory. Il faut savoir qu'il a été enfermé, détenu dans le sud-ouest de la France, chez Jacques d'Armagnac, qui avait une bibliothèque arthurienne foisonnante. Donc ça lui a sans doute permis de combiner les sources à la fois françaises et anglaises et de proposer un Mortet Arthur qui est tout à fait intéressant pour qui veut bien s'intéresser à ce personnage d'Arthur. C'est l'ouvrage le plus connu, le plus célèbre, qui est sorti des imprimeries de William Caxton en 1485. Et donc, dans son Mortet Arthur, Malory reprend donc tous les épisodes arthuriens jusqu'à la trahison d'Arthur. Vous savez qu'Arthur, la chute d'Arthur est liée à la trahison de son fils adultérin, Mordred, qui va le trahir. Donc, il y a une tradition littéraire absolument évidente autour du personnage d'Arthur. Néanmoins, cette tradition littéraire n'existe, à mon sens, que parce qu'on a une longue mémoire mythique qui entoure le personnage d'Arthur. Alors, parler de mythe, c'est compliqué, surtout quand on aborde la mythologie celtique. Il y a très peu de traces écrites, c'est principalement une tradition orale. Et parfois, le scientifique contemporain, l'universitaire européen contemporain, regarde les études celtes avec un certain mépris, considérant que c'est
tout à fait, c'est un ésotérisme abscon. Dans la même mesure, le mythe est aussi associé au mensonge. Un mythe, un mensonge, c'est parfois synonyme, expression d'un imaginaire collectif qui s'opposerait à la vérité objective contenue dans une observation stricte, réaliste de la nature et des hommes. Alors, si on considère le personnage d'Arthur comme appartenant au champ du mythe, il quitterait à ce moment-là le domaine historique, où de nombreux chercheurs ont tenté de le cantonner. Mais est-ce que ce serait pour autant parfaitement dénué d'intérêt pour nous? Car enfin, le mythe, ce que le mythe a à nous dire dépasse bien souvent la simple réalité historique. Alors, qu'est-ce qu'un mythe? Je ne vais pas aller très loin, je vais vous donner la définition de Mircea Eliade. Il définit le mythe ainsi. Le mythe raconte une histoire sacrée. Il relate un événement qui a eu lieu dans le temps primordial, le temps fabuleux des commencements. C'est toujours le récit d'une création. On rapporte comment quelque chose a été produit, a commencé à être. Eliade poursuit en disant que le mythe est considéré comme une histoire sacrée et donc une histoire vraie, parce qu'il se réfère toujours à des réalités. Le mythe cosmogonique est vrai, parce que l'existence du monde est là pour le prouver. Le mythe de l'origine de la mort est également vrai, parce que la mortalité de l'homme le prouve, et ainsi de suite. Autre point essentiel pour comprendre la dimension mythique du personnage d'Arthur, c'est le lien intrinsèque qui unit le mythe et la religion. Étymologiquement, religion vient du latin religare, ce qui relie l'humain aux forces divines. Et ce lien entre les hommes et les dieux s'opère par un ensemble de cultes et de rites dont on trouve encore des traces aujourd'hui. Le mythe devient alors le reflet d'un culte, ou inversement, le culte peut être le reflet d'un mythe. Eliade le dit bien mieux que moi, il dit « Le mythe exprime plastiquement et dramatiquement ce que la métaphysique et la théologie définissent dialectalement. » Donc, si on considère le roi Arthur comme un personnage mythologique celte, ça fait de lui un être sacré, venu des profondeurs du temps, et dont la réalité historique est finalement assez secondaire. Alors, celui qui a beaucoup travaillé sur le sujet, c'est Philippe Walter, dans son ouvrage Arthur, l'ours et le roi, que je vous recommande. Il est très très bien. Et Philippe Walter, lui, prête à Arthur des origines eurasiatiques, venant d'une mémoire encore plus lointaine que celle des mythes indo-européens. Je ne saurais pas dater la naissance du mythe arthurien, mais on va voir comment sa naissance, son nom, les travaux qu'il va faire vont faire de lui un personnage indiscutablement mythique. Alors vous connaissez tous sans doute la légende autour de la conception d'Arthur, qui est le fruit de l'amour adultérin entre Uther Pendragon et Ygraine, qu'on appelle aussi Igerne en fonction des traductions. Alors Igerne, c'est la femme du duc de Cornouailles, qui s'appelle Gorlois, et Geoffroy de Monmouth, dans son Historia Regum Britanniae, rapporte lors d'un banquet donné à Carduel à l'occasion de la Noël, Uther tombe follement amoureux d'Ygraine qu'il aperçoit. Et il lui mène une cour assidue, en prenant ainsi le risque de voir ses relations avec le duché de Cornouailles dégénérer rapidement. Et finalement, c'est l'enchanteur Merlin qui lui donne au roi la solution idéale. Il lui donne donc une potion qui va prêter à Uther les traits de l'époux absent pour rentrer dans le lit d'Ygraine, le temps d'une nuit. Il le fait à une condition, c'est que l'enfant qui naîtra de cette nuit d'amour devra lui être confié, ce qu'Uther accepte rapidement, tout amoureux transi qu'il est, et il n'avertira pas la future reine. Donc les deux amants d'une nuit finiront par se marier, puisque Gorlois décède dans la nuit, et le jeune Arthur, dès sa naissance, est arraché au sein maternel par Merlin, Merlin le confie ensuite à un certain Antor. Alors selon les sources, il est aussi appelé, vous pouvez le retrouver sous le nom d'Hector ou Auctor, qui est un vassal d'Uther Pendragon, et le père d'un des plus vieux personnages de la geste arthurienne, souvent mal aimé, et c'est dommage, on parle du sénéchal Que. Donc si on compte bien, Arthur a une multitude de pères. Le premier, c'est le mari de sa mère, Gorlois. Il survit peu de temps après sa conception, mais il est quand même marié à Ygraine la nuit de la conception. Et on rappelle quand même qu'Uther a emprunté ses traits pour passer cette nuit avec Ygraine. Le deuxième père d'Arthur, c'est Uther, roi de Bretagne. Le troisième, celui qui reçoit l'enfant à la naissance, qui l'arrache mais qui le reçoit, c'est Merlin.
Et enfin, le dernier père d'Arthur, c'est Antor, le chevalier de moins haute extraction, mais qui enseignera à Arthur les bases de la chevalerie. Il existe donc une ambiguïté évidente dans la paternité d'Arthur, alors que du côté de la mère, l'ascendance est évidente, c'est Ygraine. Alors, dans la tradition médiévale, les liens de parenté mettent toujours en avant la famille maternelle plutôt que la famille paternelle. Et on aura plus confiance, on saura plus que l'oncle, le frère de la mère a bien un lien de parenté avec l'enfant plutôt que du côté du père. Dans la mythologie, vous savez que chaque personnage exceptionnel correspond à une naissance exceptionnelle. Et si vous avez un peu de culture, vous aurez fait un parallèle évident entre la conception d'Arthur et celle d'un autre héros de notre mythologie indo-européenne, celle d'Hercule, Héraclès. Vous vous en souvenez sans doute, la mère d'Héraclès, Alcmène, est mariée à Amphitryon. Zeus, fou d'amour pour cette mortelle, prend les traits d'Amphitryon pour tromper la jeune femme et la rendre mère d'Héraclès. Alors, certains critiques ont avancé l'hypothèse selon laquelle les Celtes auraient emprunté l'anecdote à la mythologie grecque. C'est très réducteur pour les Celtes, ça me semble très réducteur, puisque ça sous-entendrait que ces derniers auraient été incapables de produire leur propre mythologie. On retrouve cette tradition, ce thème du déguisement, dans une tradition bien plus lointaine vous avez une épopée irlandaise où vous avez encore ce thème du déguisement et aussi dans la mythologie indienne. Donc il n'y a aucun doute sur le fait que l'origine, la conception d'Arthur est aussi mythique que celle d'Héraclès et fait rentrer Arthur dans une dimension qui dépasse largement l'aspect historique ou littéraire, mais le fait vraiment rentrer dans la mythologie. Alors si on poursuit l'analogie entre Arthur et Héraclès, on pourrait alors voir le roi Uther à la tête de dragon comme un avatar de la divinité indo-européenne, au même titre que Zeus. C'est peut-être aller un petit peu loin. Autre élément notable concernant la conception d'Arthur, c'est le lieu où se déroule cette conception, le château de Tintagel en Cornouailles. Alors la Cornouailles, c'est le pays des maris trompés. Évidemment, il y a le mari d'Ygraine, mais vous vous souvenez aussi du roi Marc, qui a été trompé par Tristan. Tintagel, c'est un lieu proprement mythique, puisqu'on dit qu'il disparaît 2 fois l'an, une fois en été et une fois en hiver. Et cette disparition de ce château merveilleux correspond à 2 grandes fêtes du calendrier celtique, la Samin au 1er novembre et Beltane au 1er mai. Donc, certains critiques en déduisent que la conception d'Arthur a eu lieu entre ces 2 moments du cycle calendaire, selon toute vraisemblance, autour de la fête printanière de Limbolc. Cette hypothèse est renforcée par le caractère ursin du personnage. Arthur, l'étymologie du nom, c'est l'ours, dans plusieurs langues de l'époque. Rappelons quand même que la fête de Limbolc, c'est pas seulement la célébration de la reverdie, thème très cher pour les médiévaux, les auteurs médiévaux, mais c'est aussi l'occasion d'un certain nombre de traditions carnavalesques. Pour un exemple, alors, loin de ma Bretagne, mais qui est intéressant, dans les Pyrénées-Orientales, à Prat de Mollo, a encore lieu le 2 février, le jour des ours. Alors, qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? Des jeunes gens revêtent des fourrures de mouton, s'enduisent le visage et les mains d'un mélange de suie et d'huile, bien noir, c'est pas du tout politiquement correct, et grimés de la sorte, ils s'en vont dans le village à la poursuite des jeunes filles. Alors cette fête, elle tire son origine d'un épisode qui est devenu légendaire, ou est-ce qu'il l'a toujours été, d'un ours qui, ayant enlevé une jeune bergère, fut retrouvé et tondu par les habitants du village. Voleur de miel et violeur de femmes, l'ours est intrinsèquement lié à un rituel saisonnier devenu rite de passage où le masque joue un rôle central. Alors, dans le cas de la conception d'Arthur, sur la question du masque, rapprochement de cette caractéristique
Ursine, on a tôt fait de le faire parce que Uther se grime pour s'introduire dans la couche d'Ygraine. Créature masquée, l'ours est un être de l'autre monde. Et on l'associe chez les Indo-Européens, par son instinct viril et sa puissance physique, à la caste des guerriers qu'Arthur incarne. C'est Michel Pastoureau qui en parle très bien du personnage de l'ours, hein, qui était l'animal le plus fort chez les médiévaux, qui a peu à peu été remplacé par le lion roi des animaux dans un souci de christianisation. L'ours est trop sauvage pour vraiment correspondre à la civilisation et le désir d'une certaine douceur des chrétiens. Donc Tintagel, lieu idéal pour recevoir un événement d'importance que représente la conception du héros Arthur. Il place ce lieu, Arthur, à la fois dans le monde réel, mais aussi dans l'autre monde. Et certaines versions de la fin d'Arthur replacent encore Arthur après sa chute dans ce lieu mythique, imaginaire, où il reposerait, où il hibernerait en attendant son retour en Bretagne. Alors le parallèle avec Héraclès, qui commence avec la conception des deux héros, on peut le poursuivre en mentionnant les différents travaux qui vont devoir tous les deux affronter. Et on voit bien que ce mythe grec et ce mythe celte tirent leur origine d'un héritage commun, beaucoup plus que d'une imitation consciente entre les deux mythes. Alors, les travaux d'Hercule ne se retrouvent pas dans un récit qui va réunir tous ces exploits. Ça va être des épisodes qu'on va retrouver ça et là dans différents romans. Et ils vont pas tous être exploités systématiquement par les écrivains, parce que, encore une fois, trop archaïques pour vraiment que les auteurs littéraires du XIIe siècle, qui commencent à établir une idée de la littérature, puissent en faire quelque chose. Alors, deux épisodes qui me semblaient importants et intéressants. Le premier, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est dans Culhwch et Olwen, quand Arthur part en chasse du sanglier dévastateur. Il doit trouver dans les oreilles de ce sanglier 3 objets magiques, le peigne, le rasoir et des ciseaux qui vont permettre de raser Yspadaden. Après une lutte violente, Arthur finit par vaincre la créature de l'autre monde qui s'enfuit par la mer. Et à ce moment-là, il va récupérer une défense magique de l'animal qui va devenir une sorte de talisman magique qui va lui conférer une invincibilité mythique. Parallèle du coup avec Héraclès, vous pensez tout de suite? Oui, exactement, au sanglier d'Érymanthe, qui a été chassé par Héraclès. Et vous avez la ville de Cumes en Campanie qui conservait les défenses de ce sanglier mythique. Alors, dans la tradition mythologique indo-européenne, le sanglier est associé à la caste sacerdotale, l'ours à la classe guerrière, et on pourrait voir du coup dans cet épisode d'Arthur une appropriation par la classe guerrière de privilèges de la classe sacerdotale, incarnée par le sanglier. Deuxième épisode, qui est cette fois-ci développé dans le Brut de Wace et dans les continuités de Monmouth, c'est l'affrontement d'Arthur face aux géants du Mont Saint-Michel. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est un épisode clé qui va expliquer le nom d'Arthur. Dans le Brut, Arthur fait un rêve et il voit un ours qui arrive dans les airs venant d'Orient. Il est très laid, il est très gros, il est très fort. Et lui fait face, venu en volant de l'ouest, un dragon. Et des flammes sortent des yeux de ce dragon. Le combat entre les deux créatures s'achève par la victoire du dragon. Alors, le dragon, on se rappellera, Uther Pendragon, hein, il y a évidemment une filiation évidente. Ce rêve anticipe l'épisode de l'enlèvement de la fille du roi Hoël d'Espagne, qui s'appelle Hélène, et qui va être enlevée par un géant sur le mont Saint-Michel. Ce géant lui fait subir les pires outrages qui vont provoquer la mort de cette jeune fille. Arthur décide donc d'affronter le géant pour venger la mort de la jeune fille et le terrasse comme dans la prophétie. Derrière ce monstre velu du géant barbare, violeur, voleur de femmes, on retrouve la figure traditionnelle de l'homme sauvage,
incarnant des forces primitives, menace permanente de la folie et de la barbarie sexuelle. L'ours est en réalité un ogre, et en tuant l'ours, Arthur revêt symboliquement sa dépouille, tout comme Héraclès s'appropriait celle du lion de Némée. Dans cet épisode, on peut dire donc qu'Arthur apparaît comme un héros civilisateur. Il est le symbole de la résistance bretonne face à l'invasion saxonne venue de l'Est. Arthur s'approprie, à travers son nom, la nature de l'ours, l'alter ego qu'il a affronté et vaincu. On pourrait faire ça sur énormément d'épisodes arthuriens. Je vais m'arrêter là pour ça. Mais ce qui est intéressant dans cette victoire d'Arthur sur le géant du Mont-Saint-Michel, c'est qu'elle revêt un caractère initiatique qui n'est pas sans rappeler les épreuves d'entrée dans une société secrète de type Mennerbung. Dans le microcosme arthurien des chevaliers de la table ronde, on s'organise en société guerrière, où la valeur au combat, où la bravoure l'emporte sur toute autre considération. En bref, pour devenir chevalier de la table ronde, il faut avoir réalisé une prouesse contre un monstre, être devenu une sorte de guerrier fauve, un berserkir qu'on retrouve dans la mythologie germanique. Et vous voyez qu'il existe des ponts permanents entre les différentes mythologies et qu'il est évident que on ne peut pas considérer et mépriser la mythologie celte au regard d'autres mythologies européennes. Ce combat permet à Arthur de revêtir les symboles du roi. En Irlande, le roi suprême porte le titre d'Ardri, qui veut dire l'ours roi. Et étymologiquement, le nom propre du roi breton révèle l'identité de son porteur. La base philologique du nom d'Arthur, c'est Art, A-R-T. Il n'y a pas de H dans les manuscrits médiévaux. On trouve Artus au cas sujet et Artu sans S au cas régime. Vous savez que dans la langue médiévale, on distingue deux cas, le cas sujet et le cas régime. Et ce Art, c'est l'ancien nom de l'ours. En breton, on trouve la racine ars, en irlandais art, en gaulois artos, en gallois art. Et le territoire des Gaules est quadrillé de noms de lieux se basant sur cette racine. Alors je vous en cite certains, mais on pourrait en faire, on en aurait pour la soirée. Arzano dans le Finistère, Arzins dans l'Aude, Arzilière dans la Marne, Arthès dans les Pyrénées-Orientales. Et on a aussi de nombreux patronymes qui partent de cette racine, Arto, Art, Artu, Artuis, etc. Tout cela suggère donc l'omniprésence d'un vieux mythe celtique de l'ours, dont Arthur serait un avatar médiéval. Tout comme le dieu ours, tout comme l'ours, le roi Arthur ne meurt pas vraiment. Alors, Malory nous cite l'épitaphe de la tombe fictive d'Arthur. Je le cite, Hic jacet Arthurus rex quondam rexque futurus. Vous parlez tous bien évidemment le latin. Ça signifie Arthur, roi de jadis et roi du futur. Que l'auteur commente, je vous cite Philippe Walter, Malory, cité par Philippe Walter. Certains disent en maintes régions de l'Angleterre que le roi Arthur n'est pas mort, mais que par la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, il est parti dans une autre mention. Hein, on retrouve toujours la volonté de christianisation quand même d'Arthur. Et les gens disent qu'il reviendra pour conquérir la Sainte Croix. Je n'ose dire qu'ainsi sera, mais je dirais plutôt en ce monde, il changea de vie. En tant qu'ours et héros légendaire, Arthur illustre le mythe de l'éternel retour et inscrit l'histoire de l'humanité, en tout cas l'histoire du peuple celte, dans la cyclicité associée au rythme de l'ours. Vous savez que l'ours hiberne. À proprement parler, Arthur n'est pas mort à Avalon. En fait, il hiberne. Il attend son retour, et nous l'attendons tous. Certains textes littéraires ont occulté cette conception cyclique du destin de ce roi ours, car elle est tout à fait incompatible avec la vision messianique où Dieu seul reviendra à la fin du monde au temps de l'Apocalypse. Alors ça, j'ai rajouté ce matin, parce que Romain, j'ai vu le post de Romain sur Twitter, sur la chute d'Arthur. La fin du royaume d'Arthur est représentée symboliquement par l'image de l'épée
Excalibur ou Excalibur dans les eaux d'un lac, qui manifeste la dissolution de la souveraineté et l'effondrement irréversible du monde arthurien. À l'issue de la bataille de Salisbrière, dans le morté le roi Arthur, blessé, confie son épée magique, Excalibur, à Giroflée, son écuyer de toujours, et lui demande de la jeter dans les eaux. Par 2 fois, Giroflée tente de tromper Arthur en disant qu'il l'a lancée, et Arthur comprend qu'il ne l'a pas fait parce qu'il n'y a pas la suite, et finalement, Giroflée obtempère, lance l'épée dans les eaux, une main sort des eaux, saisit Excalibur, la brandit 3 ou 4 fois, et l'entraîne au fond des eaux. Peu de temps après, Giroflée voit Arthur enlevé dans une barque où se tiennent des femmes, dont la propre sœur d'Arthur, la fée Morgane. La disparition d'Excalibur conclut l'épopée arthurienne et exprime le destin solidaire qui unit le roi et son épée. Ça, si c'est pas un motif mythique, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Il est indubitablement mythique, bien plus qu'il n'est littéraire ou historique. Alors, pour conclure, Arthur, figure littéraire, historique ou mythique? Il est les 3 à la fois. Il n'a jamais quitté l'espace européen, même après que les auteurs comme Malory aient tenté de le tuer. C'est difficile, après avoir fait un roman où Arthur meurt, de continuer. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Là où les auteurs littéraires vont révéler tout leur talent, ils vont parodier, ils vont faire des préquels, des séquels. On n'est pas sur Radio Courtoisie, on peut utiliser des termes anglais. L'industrie des séries n'a rien inventé depuis le Moyen-Âge. Vous avez un certain nombre de romans arthuriens, on pourra en parler après si vous le souhaitez, qui vont, par exemple, le Perceforest va reprendre toutes les origines de la nation bretonne avant Arthur, et en faisant le lien entre la matière troyenne et la matière de Bretagne. Et alors c'est le 2e roman le plus long de la langue française, le Perceforest, où on va avoir une succession d'histoires de chacune des branches des chevaliers qui vont devenir les chevaliers de la table ronde. La dimension mythique d'Arthur explique aussi sa persistance jusqu'à aujourd'hui, et pas seulement en littérature. Alors, évidemment, l'opéra, il y en a plein, hein, des films, des séries. On va prendre un peu de hauteur, et puis parce que l'une des promotions de l'Iliade porte le nom de cet auteur. Vous avez l'opéra Parzival de Wagner, qui reprend le roman d'Eschenbach. On pense aussi aux pré-raphaéliques du 19e siècle, et leur fascination pour ces silhouettes élancées, les lèvres lourdes et les chevelures interminables qui ont fait le succès de leur tableau. Évidemment, dans la dimension comique, on pense aux adaptations proprement mythiques, et j'emploie le terme à dessein, des Monty Python, qui absolument géniaux. Dernièrement, j'en ai parlé tout à l'heure, vous avez Sylvain Tesson qui évoque la figure mythique d'Arthur dans son ouvrage Avec les fées. Alors n'en doutons pas, le roi Arthur finalement n'est jamais mort. Il survit dans notre longue mémoire comme cette figure mythique du héros civilisateur qui aura su maîtriser la barbarie et la sauvagerie de son être pour défendre les intérêts de son peuple, figure de résistance face au chaos du monde. Et à mon sens, ce n'est pas pour rien qu'un auteur comme Tolkien, dans l'entre-deux-guerres, va faire revivre la figure d'Arthur dans un poème inachevé qui s'appelle La chute d'Arthur, où il présente la fin, uniquement la fin de l'épopée arthurienne. Alors, il n'aura pas fini, c'est son fils qui a édité, je crois en 2013, le poème. Et je vous cite un passage de ce poème. « Arthur resta assis, pâlissant de colère, en silence un moment. Un revers de fortune l'avait soudain trahi. 20 batailles durant avait lutté, conquis, dispersé l'ennemi. Sous sa main, humilié des chefs de clans païens. Du sommet de l'espoir était précipité, son cœur lui annonçait de sa maison la perte, et de l'ancien monde la chute vers sa fin, le cruel cours du temps contre lui retourné. Toujours vivant dans nos cœurs de vieux Européens, Arthur hante nos mémoires, car il appartient bel et bien à notre mémoire la plus longue, et il nous importe, désormais, de le faire vivre pour les prochaines générations, en réactualisant sans cesse l'histoire de ce héros unificateur et civilisateur. Je vous remercie.